Alors, on passe donc à la présentation médicale. Et voici le plan. Donc, il va y avoir une petite introduction. Le rein normal, apparence et fonction. On va faire un survol des reins polykystiques, voir quelle est la cause des reins polykystiques. Et il va y avoir une période de questions. Parce que la façon que je vais procéder, là, c'est que je veux que ce soit simple et clair. Puis on va faire un petit bout, puis on va voir si ce petit bout-là est clair. C'est quelque chose, on clarifie. Un coup que c'est clarifié, on va continuer dans l'autre section. Par exemple, comment évolue la maladie? On a encore un petit bout de question. Et on en arrive à ce point, en fait, là, crucial, un nouveau traitement, un nouvel espoir, et là, je vais vous expliquer. Et pour comprendre comment fonctionne ce nouveau traitement, il faut avoir fait le parcours préalable. Au point 9, je vous réserve une petite surprise. Et donc, questions et discussions, et on va continuer le temps qu'il faudra. Maintenant, vous comprendrez qu'on ne peut pas aborder tous les sujets ce soir. On va se focaliser sur la maladie, la partie rénale de la maladie. Et donc, je vais me permettre, lors des questions, parce que je sais bien que vous pouvez avoir toutes sortes de questions. Donc, si les questions portent directement sur le sujet qu'on parle, je vais répondre immédiatement. Mais si la question est un peu à côté du sujet, par exemple de dire, bien, moi, dans ma famille, il y a beaucoup de monde qui font des pierres aux reins, est-ce qu'il y a un danger pour mes reins? C'est une question importante, mais ça ne touche pas les reins polykystiques. Je vais simplement dire, venez me voir à la fin, puis on en parlera. Okay? Pour ne pas qu'on s'éparpille de façon trop large. Donc, en guise d'introduction, je me suis dit, je vais prendre le concept le plus compliqué de tout, le concept le plus compliqué, puis je vais essayer de l'expliquer. Si je réussis à expliquer le concept le plus difficile, bien, le reste va être facile. La question est, mais c'est quoi son nom? Comment ça marche, ce nom-là? Bien, je vais vous donner la réponse que peu de monde connaissent. Ah, c'est drôle, hein? Ah, vous ne saviez pas, hein? J'ai passé ma vie à expliquer mon nom, mais je me suis mal pris. Parce que j'essaie d'expliquer le nom de famille. C'est ridicule. J'aurais dû dire, je vais vous expliquer mon prénom. Il y a 4 lettres. Tout le reste, c'est le nom de famille. J'en parle même pas. Ça peut être important parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne me trouve pas dans les ordinateurs. Ils me regardent sous la lettre D, sous la lettre C. Mais c'est sous la lettre R. Voilà. Bon, alors si j'ai réussi à expliquer ça, le reste va être facile. Bon, donc, le rein normal. Parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que je crois, on est combien, Dominique, à l'inscription? On était 48, disons 50. Donc, ça veut dire qu'à l'entrée, hein, ils sont entrés dans la salle, il y a un néphrologue puis 49 personnes. Bien, on va ressortir 50 petits néphrologues. Parce que je vais vous faire comprendre des choses que la majorité des gens ne savent pas, comment un rein fonctionne, puis plus particulièrement, qu'est-ce qui se passe dans les reins polykystiques. Donc, le rein, son rôle, c'est de nettoyer le sang. Donc, on a des déchets dans notre sang qui s'accumulent. Il y a du liquide qui s'accumule, et le rein va donc filtrer le sang pour éliminer ces déchets, et on va les éliminer dans l'urine. Donc, vous voyez, le sang rentre par l'artère du rein, l'artère rénale. La filtration s'effectue dans le rein, et le sang filtré, nettoyé, retourne dans les veines pendant que les déchets sont acheminés dans l'urine. De cette façon-là, la composition du sang et du liquide dans notre corps demeure propre et bien ajustée. Alors, on peut voir ici nos reins. On a normalement 2 reins plutôt à l'arrière du dos. Et là, il faut faire attention, hein, quand les gens disent « Ah, j'ai mal aux reins », c'est presque jamais les reins, ça. Hein. Les reins, en tant que tels, sont généralement insensibles, à moins qu'on ait une pierre au rein. Et quand les gens disent « Ah, j'ai mal aux reins, je me suis fait un tour de rein », ça, c'est plutôt la colonne vertébrale, les disques, les muscles, enfin, c'est musculo-squelettique. Ce ne sont pas les reins. Alors, les reins, qui sont à peu près la grosseur d'un point, eh bien, sont là. Et ici, on voit l'urtère, qui est le conduit qui mène l'urine dans la vessie, et l'urètre pour uriner. Alors, le volume
le volume d'un rein normal est de 150 millilitres environ. Donc, si on les additionne, 150 plus 150, ça va être 300. On va appeler ça le volume rénal total. Si je vous montre ça, c'est parce que ça va être un critère très important pour définir la progression d'un rein polykystique. C'est qu'il va se mettre à grossir, puis avec des rayons X, avec une résonance magnétique, on calcule le volume rénal total, et puis on voit la sévérité de la maladie par le grossissement du rein. Okay, donc, vous voyez, en idée que 300, c'est à peu près la normale. Maintenant, si on regarde au niveau microscopique ce qui se passe dans un rein, eh bien, on voit qu'il y a des unités de filtration. Alors, ici, on voit justement une de ces unités de filtration du rein. Ça s'appelle un néphron. Okay? Alors, un néphron filtre le sang et le liquide avance dans le tubule et produit de l'urine. Donc, l'urine sort en bas ici. Et on a 1 million de néphrons dans chacun de nos deux reins. Maintenant, quand on regarde de quoi il est fait, il y a premièrement une usine de filtration. Ça, c'est les petites boules mauves ici. On les appelle les glomérules. Donc, dans ces glomérules, il y a une filtration du sang très intense. Et ces glomérules-là, en une journée, produisent 200 litres de liquide qu'ils vont déverser. Ils vont déverser ces 200 litres dans le tubule ou un tuyau d'ajustement. Donc, par exemple, si on suit ici le glomérule, il y a donc dans le tubule ici en bleu, puis ensuite ça descend, ça remonte, ça va dans le tuyau gris, puis finalement la goutte d'urine sort. Eh bien, là, il y a un ajustement parce que dans ce tubule-là, on va réabsorber presque toute l'eau pour concentrer les déchets. Parce qu'évidemment, si on urinait 200 litres par jour, il faudrait qu'au lieu d'avoir des chaises dans une salle de conférence, il faudrait qu'on ait des toilettes. Tout le monde serait assis sur une toilette. Alors, donc, le tubule va réabsorber 198 litres d'eau pour concentrer les déchets en 2 litres d'urine à peu près. Ça dépend combien d'eau qu'on boit. Ça peut être 3 litres, ça peut être 4 litres, 1 litre. Mais évidemment, beaucoup moins que ce qui a été filtré par l'usine de filtration. Ça va, ça? OK. Ça, c'est en train de se passer dans tes reins-là. Là. Alors, ici, je vous montre une porte parce qu'on a vu qu'il fallait, on mettait dans le tubule 200 litres d'eau, puis il fallait que le tubule en récupère 198. Donc, ça, je vous présente la porte pour l'eau. Donc, il y a une porte dans le tubule. L'eau qui est prisonnière dans le tubule. Non, mais j'hésite de faire ça parce que moi, mes deux principaux organes de communication, c'est mes deux mains. La bouche, c'est un organe accessoire. Mais là, ils sont prisonnières. Alors, je vais faire de mon mieux avec ma bouche. Donc, il y a cette porte pour l'eau qui va permettre à l'eau dans le tubule d'être réabsorbée. Alors, regardons à nouveau. On a nos glomérules qui filtrent, qui déversent 200 litres d'eau, de l'eau sanguine, si on veut, donc avec les déchets d'acide dilués. Et puis, le tubule qui va réabsorber de l'eau sans déchets pour concentrer l'urine et avoir un petit volume d'urine. Et il va avoir une porte dans le tubule, une porte par laquelle l'eau va être réabsorbée. Là, ça, c'est important, tout ce que je vous dis là, parce que vous allez voir tantôt que dans les reins polykystiques, il y a les mêmes portes. Puis le nouveau médicament, il travaille sur la porte. Alors, normalement, là, voici comment ça fonctionne à l'état naturel. On va maintenant faire un survol de la maladie rénale polykystique. Vous allez être tanné de voir le dessin. Alors, je vais juste reculer. Bon, alors vous reconnaissez cette diapo, je vous l'ai montré tantôt. Là, je vais avancer à la prochaine diapo. Voilà, c'est la prochaine. Voyez-vous un changement? Non, hein? Attends, je vais reculer. OK, on recule. Attention, je vais vous le dire à 1, 2, 3, go. À gauche, je passe à l'autre diapo. 1, 2, 3, go. Ah, des petites boules. Hein? Des petites boules.
En fait, j'en ai juste mis 7 petites boules ici, là, là. Ça, c'est les petits kystes tubulaires. Donc, l'enfant qui a la maladie quand il vient au monde, il y a ces petits kystes qui sont microscopiques. Là, j'en ai juste mis 7. Mais il y en a des centaines puis des milliers de ces petits kystes-là sur le tubule. À ce stade-là, qu'est-ce que ça fait au néphron? Rien du tout. Il fonctionne parfaitement bien. Il n'y a aucun problème. Mais après un certain nombre d'années, ces petits kystes-là commencent à se remplir d'eau, commencent à grossir. Qu'est-ce que ça fait sur la capacité de filtration à ce stade-là? Rien. Puis même plus gros que ça, les néphrons se tassent, de telle sorte que la filtration est encore normale, même s'il y a eu beaucoup de kystes qui ont grossi. C'est pour ça que dans cette maladie-là, la prise de sang pour la créatinine, je vais revenir, peut être normale, même si la maladie est assez avancée. Ce n'est pas la prise de sang qui va nous aider, c'est la mesure du volume rénal total d'un rein qui est en train de grossir parce qu'il y a des kystes, des centaines de kystes, qui sont passés de la grosseur d'une tête d'épingle, et il y en a qui peuvent être même la grosseur d'un pamplemousse. Alors voici l'équivalent sur un pneu d'un kyste qui grossit. Et après un certain nombre d'années, quand les kystes commencent à ressembler à ça, là, les néphrons vont fonctionner de moins en moins bien. Là, l'insuffisance rénale va survenir, tout simplement à cause d'un volume qui est exagéré. Maintenant, ici, je vais vous le montrer à distance, on a un modèle qui montre l'évolution. Il y a des gens qui ne voudront pas nécessairement venir les voir de proche, mais ça, c'est un rein qui est de taille normale. Okay. Et puis, voici un rein polykystique de 600 millilitres. On voit déjà des kystes à sa surface. Ça pourrait être un rein de quelqu'un dans la vingtaine. Et ça continue à grossir. Et le dernier modèle qu'on a, ce n'est pas les plus gros reins, mais ça vous donne une idée du grossissement des reins. Donc, quand c'est rendu là, les pauvres néphrons, il y a peut-être du 1 million de néphrons qui fonctionnent, il y en a peut-être seulement 50 000 qui réussissent à travailler et l'insuffisance rénale s'installe. Donc, ceux qui, à la fin de la réunion, veulent venir les regarder, les prendre dans leurs mains, vous pouvez, mais je les laisse là pour... ça va être à votre discrétion. Alors, on peut voir ici, premièrement, l'âge, voyez-vous, 15 ans, 30 ans, 45 ans, 60 ans. Et le tissu rénal sain, c'est-à-dire c'est les néphrons normaux, ben, ils sont à 2 millions ici, puis ils diminuent lentement, et à la fin, là ils diminuent plus vite. Alors que le rein commence à grossir dans l'enfance, et il progresse à un rythme variable. Il y a des gens qui c'est plus lent que d'autres. Alors que la filtration rénale, comme je vous le disais, eh bien, elle va demeurer normale assez longtemps avant de commencer à chuter. On mesure la filtration rénale en faisant une prise de sang. Puis on mesure dans le sang un petit déchet qui s'appelle la créatinine. Il y a sûrement plusieurs d'entre vous qui avaient entendu ce mot-là. La créatinine, c'est une petite substance dans le sang qui vient de nos muscles. C'est un déchet qui n'est pas dangereux, mais qui est toujours filtré par les reins. C'est toujours les glomérules qui se débarrassent de la créatinine. Donc, si la prise de sang indique que la créatinine est plus haute que la normale, ça veut dire que nos glomérules, nos nettoyeurs de sang, fonctionnent moins bien. C'est pour ça que la prise de sang va nous donner une idée de la filtration glomérulaire, la filtration des glomérules, mais dans la maladie polykystique, celle-ci va demeurer normale. Et dans les stades plus précoces, c'est le volume rénal total qui va nous aider. Et dans certains cas, on peut avoir des reins qui grossissent de façon impressionnante. Et lorsque Louisa nous disait qu'elle avait de la misère à se pencher ou à sentir les reins, ils peuvent, chez certaines personnes, devenir très gros, dépendant de l'évolution. Passons maintenant à la question, quelle est la cause des reins polykystiques? Qu'est-ce qui cause ça?
Alors, en fait, ici, vous avez les différentes maladies qui peuvent endommager les reins et amener en dialyse. Vous voyez le diabète qui forme quand même un nombre important, l'hypertension, l'athérosclérose. Eh bien, les reins polykystiques, c'est la principale maladie héréditaire. Donc, ce n'est pas la plus grosse pointe de tarte. Mais vous conviendrez que si c'est une tarte au sucre et que vous prenez une pointe de ce grosseur-là, c'est un assez bon dessert. En d'autres mots, c'est une maladie significative au niveau numérique, là, et on en tient compte en néphrologie. Et c'est une cause, malheureusement, importante d'insuffisance rénale. Alors ici, on voit un tubule qui porte l'anomalie, et ça commence en dilatant le tubule, et finalement, ça se détache, et il va y avoir du liquide qui va s'accumuler dans le kyste et qui va grossir. C'est la maladie héréditaire la plus fréquente des reins. Une personne sur 500 sont porteurs de ce chromosome défectueux. Une personne sur 500. Ce qui veut dire que si tu es en train de faire ton shopping de Noël à Place Laurier le 21 décembre, toute la journée, tu vas probablement croiser au moins 5 ou 6 personnes qui sont porteurs du gène polykystique. Ce n'est pas rare, c'est une maladie héréditaire qui est fréquente. Bon, les enfants d'un parent qui a la maladie ont chacun, j'étais pour dire une chance, pas une chance, une malchance. Hein? Donc, ils ont une chance, une possibilité sur 2 d'hériter du chromosome malade. Je vais vous donner des exemples de ça. Occasionnellement, une personne peut développer cette mutation spontanément. Ça veut dire que dans sa famille, il n'y en avait jamais eu, mais que quand elle était un embryon, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'embryon, puis là, elle devient porteuse de la maladie polykystique et une nouvelle famille vient de se créer où elle peut le transmettre à son enfant. Mais ça, on pense que c'est juste 5% des cas environ. La majeure partie, c'est héréditaire de parents à enfants. Et remarquez ici que le kyste qui va s'accumuler, il va s'accumuler grâce à la fameuse porte pour l'eau, parce qu'il y en a une lui aussi. C'est pour ça que je vous l'ai mentionné tantôt. On va y revenir au traitement. Donc, la probabilité qu'un enfant d'un parent atteint hérite de la maladie est de 50%. Et dans chaque famille, le nombre d'enfants touchés est entièrement attribuable au hasard. Prenez ici, ça c'est des parents. Alors ça c'est le chromosome en question, c'est notre chromosome 16. Et comme vous savez, on a chacun 2 copies de chacun de nos chromosomes. Puis quand on fait un enfant, bien, le père donne un de ces 2 chromosomes 16 à son enfant, puis 17, puis 18, puis la mère fait la même chose. Alors ici, vous voyez la mère, ça c'est le chromosome normal, le chromosome 16 normal, 2 copies normales. Puis le papa, bien, lui, il a un chromosome 16 normal, mais il a un chromosome 16 défectueux, muté, défectueux, il manque un morceau, il est en orange. Bon. Alors, ils ont 4 enfants, que vous voyez là. Puis là, je vais vous laisser regarder ça, puis me dire quel enfant vous pensez qui va hériter de la maladie. Pensez-vous que celui-là va avoir la maladie ou pas? Oui, hein? Parce qu'il a hérité du gène malade de son père. Cette fille-là? Non. Ce gars-là? Elle? Hey, j'ai un groupe fort ce soir. Une chance sur 2, exactement. C'est au hasard. Puis c'est pas parce qu'il y en a que ton frère et ta sœur avant toi l'ont que là, toi, tes chances sont diminuées. Chaque enfant est indépendant. Je vous donne un exemple ici. Disons que le papa, ça c'est pas c'est une image que j'ai eue sur Google, là. Donc, une famille avec 5 enfants. Si le père est polykystique, bien, il peut lancer le dé pour chaque enfant. Si ça tombe un chiffre pair, l'enfant a le bon chromosome. Si c'est le chiffre impair, l'enfant a le mauvais chromosome. Donc, à chaque fois qu'il y a un enfant, il recommence à lancer le dé. Donc, il pourrait, par exemple, être malchanceux puis que 4 des 5 enfants aient hérité de son mauvais chromosome. Ou il aurait pu avoir 2 enfants, ou il aurait pu avoir juste un enfant, ou pas du tout. Donc, vous comprenez le principe. C'est-à-dire que vous vous demandez, est-ce que ça se peut que le gène défectueux ne donne pas de maladie? C'est ça que ça t'aide?
OK. En fait, ce que ça prend pour que le rein ne fasse pas de kyste, là, c'est que ça prend un chromosome actif qui est normal. En fait, ça en prend deux chromosomes actifs normaux. Dès qu'un des deux est défectueux, le rein va faire des kystes. Alors, donc, si, dans l'exemple que je donnais, le père a un chromosome normal actif et l'autre a une défectuosité, s'il transmet ce gène défectueux à son fils ou à sa fille, eh bien, elle va avoir la maladie polykystique. Alors, comment la maladie polykystique rénale autosomale dominante est-elle diagnostiquée? Alors, on peut la soupçonner de façon, évidemment, la plus fréquente, c'est de savoir qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui a la maladie. Donc, si vous êtes au courant qu'il y a un parent, évidemment, mais il faut faire attention parce que si vous savez que votre cousin l'a, ça vaut quand même la peine de vérifier parce que c'est possible que votre cousin l'ait hérité de sa mère et sa mère est la sœur de votre père. Ça se pourrait que votre père l'ait, mais une forme légère et qu'il n'ait jamais eu de problème. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement que le parent ait été malade, mais si quelqu'un dans la famille a la maladie, à ce moment-là, eh bien, on doit être aux aguets. Il y a également des signes et symptômes qui peuvent nous aider, comme l'hypertension ou le sang dans l'urine. Le médecin de famille est au courant de cette façon-là. Une autre façon qui est de plus en plus fréquente, c'est trouver fortuitement. Parce que maintenant, on fait tellement d'examens dans les cliniques, dans les hôpitaux, que quelqu'un va parce qu'il a un mal de ventre ou quelque chose, et tout d'un coup, on découvre par hasard à l'échographie qu'il a une maladie rénale polykystique. C'est un mode de présentation. Attention, tous les kystes ne sont pas des reins polykystiques. Alors là, je ne veux pas faire peur à un certain nombre de personnes. À partir de l'âge de 40 ou de 50 ans, c'est très fréquent d'avoir un kyste ou deux ou trois au rein. Donc, des kystes, on appelle ça des kystes rénaux simples. Ce n'est pas la maladie rénale polykystique. La maladie rénale polykystique, c'est des centaines de kystes qui grossissent et qui déforment les reins. Alors, les radiologistes sont capables de faire la différence et, conséquemment, si quelqu'un, son médecin lui a dit, bien, on a trouvé un kyste à ton rein là, à 50 ans ou à 60 ans, c'est presque sûrement pas une maladie polykystique parce que quand le radiologiste voit ça, il va l'appeler comme ça dans son rapport, une maladie rénale polykystique. Donc, on peut faire le diagnostic par des rayons X. Entre autres, il y a l'échographie rénale, il y a la tomodensitométrie, qu'on appelle aussi un TACO ou un TDM ou un scan. C'est tous des synonymes. Ou il y a l'IRM ou la résonance magnétique. C'est des façons de regarder l'abdomen qui nous permettent de voir les reins. On peut également faire une prise de sang pour voir si le chromosome est normal ou pas. Mais ça, ce n'est pas nécessaire dans la majorité des cas, mais dans des cas ambigus, on peut faire un dépistage génétique. Alors, on peut se demander si on est membre d'une famille de reins polykystiques, est-ce qu'on devrait se faire dépister ou non? Bon, évidemment, depuis qu'on a un médicament, ça a changé un peu l'attitude. Alors, pourquoi quelqu'un déciderait de se faire dépister? Eh bien, ça permet de surveiller davantage sa santé et puis de prendre en charge des complications qui peuvent arriver. Ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension des risques possibles dans le contexte d'une planification familiale. Et, je l'ai mis en plus gros, ça permet d'instaurer un traitement précoce visant à retarder l'évolution de la maladie. Si vous remplissez certains critères, le nouveau médicament peut ralentir la maladie et donc, plus vite on le sait, chez le jeune adulte, le mieux. Pourquoi ne pas opter pour un dépistage? Eh bien, il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils apprennent qu'ils sont porteurs de telle ou telle maladie, ça induit un état d'angoisse tel que leur vie devient infernale. Des gens extrêmement anxieux. Des fois, il est mieux de ne pas le savoir, de dire « je vais voir plus tard ». Ça peut arriver.
Ça peut aussi limiter l'accès à l'assurance vie. Et j'encouragerais, ça c'est assez important, si vous êtes porteur de la maladie, que vous avez des enfants, premièrement, il n'y a pas de raison de dépister en bas de 18 ans parce que le nouveau médicament n'est pas indiqué chez l'enfant. Et même chez le jeune adulte, c'est important de se procurer de l'assurance vie avant de faire l'échographie du jeune. Parce que si on fait l'échographie ou la résonance et que le diagnostic est porté, ça va avoir un impact majeur et il risque de ne pas être assurable. Alors, on se procure l'assurance en premier. Si vous venez d'une famille où il y a beaucoup de génétique, il y a beaucoup de cas, ce seul fait-là peut compliquer l'assurance vie. Par contre, si en plus on vous l'a démontré chez vous, bien là, votre cas ne s'améliore pas. Là. Alors, on est toujours mieux de faire une demande qui peut être refusée ou acceptée, mais avant de porter un diagnostic sur l'individu lui-même. Ça tombe bien, ça perd des questions. Je vais répéter. La question est de savoir si on veut faire un dépistage, une échographie, mais qu'on veut faire une demande d'assurance vie, est-ce qu'on peut faire la demande d'assurance vie, puis assez rapidement après, un coup que la demande est partie, aller passer l'échographie, ou est-ce qu'il faut attendre d'avoir la police d'assurance vie? Un an? Attends, je vais vous laisser. En général, pour toute maladie, c'est 1 an. De toute façon, 1 an, dans cette maladie-là, la maladie rénale polykystique, est une maladie qui évolue lentement. Donc, 1 an, c'est pas ça ne nuira pas à l'évolution si on commence un traitement avec ce délai-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vais vous passer le micro pour que vous puissiez. Personnellement, j'ai un rein polycystique, mais j'ai aussi le foie polycystique et certains autres organes aussi. Pourquoi? Alors, vous avez raison. Et ça, j'en parlerai pas beaucoup ce soir parce que c'est un sujet complexe. Ce chromosome-là, ce défaut de chromosome-là, sa principale manifestation, et on va le voir dans quelques minutes, sa principale manifestation, c'est au niveau des reins. Mais il peut également donner des kystes au niveau du foie. Habituellement, dans la majorité de ces cas-là, parce que le foie est plus gros, les kystes au niveau du foie ne donnent pas de problème important, mais il y a des exceptions à ça, comme la mère de Jeff qui a dû avoir une greffe de foie, ce qui est plutôt rare. Il peut y avoir des kystes dans d'autres organes également, et il y a une plus haute incidence d'anévrisme au niveau du cerveau. Donc, il y a un défaut dans les tissus en général qui vient du chromosome 16 défectueux, mais la principale cible, ce sont les reins. Oui, monsieur? Une kystique, un polykystique, est-ce qu'il peut... parce que je suis greffé, vous avez dit dans votre lettre que les greffés n'ont pas trop de problèmes, mais est-ce que le greffon peut être attaqué par un polykystique qui est déjà existant depuis l'enfance? Parce qu'il vient d'ailleurs, le rein, le greffon, mais est-ce qu'il peut avoir un contact qui peut se transmettre au greffon? En fait, le greffon a et aura toujours les chromosomes du donneur d'organes. Et donc, il ne peut pas, par contact avec votre sang et vos organes, devenir polykystique. On pourrait toujours dire, dans la rare possibilité, qu'il y a un jeune homme qui est décédé et qu'on a pris son rein et qui avait un rein polykystique qu'on ne savait pas. Sauf que ça, même à 20 ans, on va le voir au prélèvement d'organes. En plus, on fait toujours un questionnaire assez poussé des donneurs d'organes pour s'assurer qu'ils n'ont pas de maladies qui peuvent affecter le rein qui va être greffé. Donc, en fait, la réponse à votre question, c'est non, il n'y a pas de danger de ça. Mettons, le parent peut être porteur, mais d'une forme légère. Est-ce que ça implique obligatoirement quand même un ou des kystes, quelques kystes, ou pas du tout être porteur, mais pas avoir de kystes du tout? Parce que moi, je n'ai pas personne là, dans ma famille. Je serais une mutation, là, comme vous dites. C'est peut-être une mutation. De fait, comme disait Jeff, sa mère a eu une maladie assez sévère qui a affecté, entre autres, de façon inhabituelle, le foie. Mais la grand-mère, là,
qui a 95 ans, elle a une maladie rénale polykystique, mais ça n'a pas entraîné d'insuffisance rénale parce qu'elle a une forme, dans son corps à elle, légère. Oui, mais c'est ça, mais légère, ça veut dire qu'il y a quand même des Oui, kystes? il y a quand même des kystes. OK, Il y a quand c'est ce même que des je voulais kystes. savoir. Merci. Mais il y en a peut-être moins, ils sont moins gros, donc ça n'a pas eu de répercussions. Est-ce que la maladie des reins polykystiques dans une même famille, si on prend le père, la fille, etc., l'évolution de la maladie se fait sensiblement de la même manière ou ça peut être tout à fait différent? On va y répondre davantage dans le point qui s'en vient, mais je peux vous dire que, en général, de façon très générale, une famille a tendance à se comporter de façon similaire. Donc, par exemple, si il y a une maladie sévère dans une famille et que les gens arrivent en dialyse à 45 ou 50 ans et que vous traitez un jeune frère qui a 25 ans, qui a des reins polykystiques, il y a plus de chances d'aller comme les autres, ou plus de malchance, je devrais dire. Hein. Mais ce n'est pas absolu, ça. C'est pas absolu. Puis l'exemple de la grand-mère de Jeff l'illustre très bien. Donc, il peut y avoir de l'hétérogénéité dans une famille, mais en général, si on regardait, par exemple, 50 familles, on aurait tendance à dire que la plupart du temps, ça a une tendance à se ressembler. Alors, si vous voulez, on va enchaîner avec le point suivant, qui est justement comment évolue cette maladie. Alors, il y a des personnes qui vont décéder à 90 ans de quelque chose d'autre sans jamais même avoir su qu'il y avait cette maladie-là. Forme légère, comme la mère de Jeff. Il y en a d'autres qui vont avoir les reins détruits à 45 ans puis qui vont avoir besoin de dialyse ou de greffe. Mais surtout, il y a toute la variabilité entre les deux. Donc, des gens qui vont avoir évolué en insuffisance rénale, mais vont être entrés en dialyse à 68 ans ou à 73 ans, ou d'autres qui vont être en insuffisance rénale assez importante à 78 ans, mais ils n'auront jamais besoin de dialyse. Donc, en fait, je mets les deux extrêmes avec tous les exemples qu'on pourrait donner entre les deux. Et quelles sont les principales complications de cette maladie-là? J'insiste encore sur l'évolution variable. Donc, il y a des gens qui sont et qui seront asymptomatiques. D'autres vont avoir une insuffisance rénale progressive, ce qui veut dire une destruction graduelle des reins par les kystes qui grossissent, puis qui écrasent les néphrons, puis qui les détruisent. Il y a plus d'hypertension artérielle, c'est la haute pression, ça c'est la traduction en français courant. Il peut y avoir un saignement dans un kyste. Donc, un kyste peut saigner. Ça peut faire mal, une douleur subite. Puis, si le kyste n'est pas loin de l'urtère, eh bien, le sang peut aller dans l'urtère et dans la vessie, puis la personne peut uriner du sang. Donc, on peut avoir une hémorragie. On peut avoir une infection dans un kyste. Donc, si un microbe est dans la vessie puis remonte dans l'urtère, là, il peut rentrer dans un kyste. Et donc, on peut des fois avoir une infection d'un kyste. On peut avoir des pierres aux reins parce que ces patients-là ont plus de chances de faire des pierres aux reins que les gens normaux. Par le volume des reins et leur lourdeur, on peut avoir des douleurs. Les reins très gros peuvent être très douloureux. On peut avoir des douleurs dans le dos, un gonflement du ventre, donc des problèmes mécaniques. Et on peut avoir, comme on le mentionnait, d'autres tissus touchés, comme le foie, comme l'intestin, comme différents tissus. Mais vous comprendrez que pour qu'on puisse se concentrer sur un point plus précis, j'aimerais ça me restreindre ce soir, dans la mesure du possible. Aux questions, il n'y a pas de problème, on pourra élaborer, mais je n'expliquerai pas l'ensemble des complications parce que ça serait trop lourd. Et la complication la plus redoutée, c'est l'insuffisance rénale progressive. On va se concentrer là-dessus.
Donc, on revoit ici le schéma. Donc, l'âge qui va en augmentant, le rein qui augmente, 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 la prise de sang avec la créatinine qui demeure normale parce que les néphrons se tassent, mais à un moment donné, il y a une limite à ce qu'ils peuvent faire et quand ils sont écrasés, ça chute quand même assez rapidement en un certain nombre d'années. Mais entre-temps, il y a des problèmes concomitants que j'ai mentionnés qui peuvent survenir, hein, comme l'hypertension qui peut commencer assez jeune. Ici, on peut voir la douleur et de l'inconfort au niveau du dos et du ventre ou de la protéine dans l'urine. Donc, des signes que le rein est en souffrance. Alors, voici comment on classifie un peu la fonction des reins en 5 stades. Grosso modo, c'est le pourcentage de fonction. Donc, ça part de 100% à 0. Et donc, quand on parle d'un stade 1, stade 2, stade 3, eh bien, c'est le pourcentage de fonction des reins qui diminue. Puis, à 10%, bien, c'est là qu'on a besoin de dialyse ou de greffe. C'est quand même étonnant, ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai l'impression que quand le bon Dieu a créé l'homme, il a créé les reins à la fin de la journée. Puis il dit, on va être généreux. On va être généreux. Je vais en donner plus qu'il en faut. La preuve, c'est qu'on peut donner un rein à quelqu'un, puis on est collègue avec l'autre. Donc déjà, on voit qu'on a au moins 2 fois trop. Mais on n'a pas 2 fois trop, on a quasiment 9 fois trop parce qu'on peut perdre de 100 à 10% de la fonction des reins, puis on n'a pas besoin de dialyse. Donc c'est quand on arrive près du 10% que là, ce qui reste n'est pas suffisant pour nettoyer le sang. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance rénale, donc les stades de l'insuffisance rénale. On va se rappeler de ça parce que je vais vous montrer tout à l'heure 2 études importantes avec le nouveau médicament, puis je vais vous parler dans quel stade ont été faites ces études. Donc, quand on arrive ici, je recule, quand on arrive aux 10% et que là, les déchets s'accumulent dans le sang et qu'on risque de devenir empoisonné par nos déchets, eh bien, on n'a pas le choix que de faire de la dialyse ou une greffe. Alors, la dialyse, c'est ce qu'on appelle le rein artificiel, hein, qui nettoie le sang, nécessaire lorsque vos reins ne fonctionnent à moins de 10%. Puis, les types de dialyse comprennent l'hémodialyse et la dialyse péritonéale. Je n'entrerai pas dans les détails de ça, mais on a beaucoup développé les formes de dialyse pour s'adapter aux besoins des patients. La greffe, donc, c'est un rein de remplacement qui provient d'un donneur, soit un donneur vivant ou un donneur décédé, et c'est l'option privilégiée parce que ça redonne à ce moment-là à la personne une filtration rénale qui est quasiment normale et le sang est purifié mieux qu'avec la dialyse. Alors donc, j'ai brièvement montré comment évoluait la maladie rénale polykystique. J'ai parlé des stades d'insuffisance rénale. Est-ce que c'est clair ou est-ce qu'il y a des questions à ce stade-ci? Vous avez dit, quand tu arrives à 10%, c'est le temps de faire le greffe. Mais est-ce que c'est 10% de une des reins ou les deux ensemble? OK. Donc, quand on parle de la fonction des reins, on additionne toujours les deux. Donc, si on dit que les deux ensemble donnent 100% de nettoyage et que ce pourcentage-là, c'est l'addition des deux. Donc, par exemple, s'il y a un rein qui est détruit par une infection aux 3/4, puis l'autre est normal, il y a quand même une baisse du pourcentage global parce qu'on additionne les deux. Dans le cas des reins polykystiques, habituellement, presque toujours, ça affecte les 2 reins de façon similaire. Donc, le pourcentage de fonction diminue pour les 2 reins. Je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure, un petit peu plus haut. M. Jefferson, il avait sa grand-mère qui avait la maladie, sa mère qui avait la maladie, et lui, il n'a pas la maladie. Alors, vous dites que c'est la fin de la maladie pour sa descendance? Oui. Oui, parce que, voyez-vous, rappelez-vous le dé que j'ai montré, là. Il lance le dé. Donc, quand ses parents, à Jeff, ont eu 2 enfants, lui et sa sœur. OK? Donc, et c'est la mère qui est malade. Donc, elle, quand elle est obligée, pas consciemment évidemment, décider de quel chromosome 16 elle allait donner, elle a lancé le dé, puis c'est un chiffre pair qui est arrivé, elle a donné le bon. Donc, cet enfant-là, il n'a pas la maladie. Puis quand sa sœur a été conçue, c'est la même chose qui est arrivée,
ça a donné le même. Elle a lancé le bon encore, un chiffre pair, et elle ne l'a pas eu. Donc, puisque ni lui, ni sa sœur n'ont le chromosome 16 défectueux, il y aura, même si Jeff a 10 enfants, puis sa sœur en a 12, il n'y a personne qui va avoir la maladie. La question, c'est, s'il n'y a pas les kystes, est-ce qu'il peut avoir le gène? En fait, on peut avoir le gène avec tellement peu de kystes, une forme légère que ça ne donne jamais de problème, mais si tu as le gène défectueux, tu vas avoir des kystes dans le rein. Comme la mère de la grand-mère plutôt, de Jeff, a la maladie, mais elle a 95 ans, mais elle a des kystes dans ses reins. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de kyste doit passer un test génétique pour s'assurer qu'il n'a pas la maladie? En fait, ça dépend de l'âge puis de comment on regarde les reins. Si on fait le test jeune, parce que ces reins, en d'autres mots, quand on regarde avec l'échographie, hein, on regarde de façon, on ne voit pas tout. Donc, si on fait ça quand les kystes ne sont pas très gros, on peut penser qu'il n'y en a pas. Donc, si on fait le test et si on veut absolument une réponse, disons, chez quelqu'un entre 20 et 25 ans, et qu'à l'échographie, on ne voit rien, on pourrait faire un test génétique. Si, par contre, on prend une méthode plus précise comme la résonance magnétique, plus la méthode est précise et plus on fait le test plus tard, là, à quelqu'un de 30, 35, 40 ans, là, ça devient évident. Donc, si les tests ont été faits chez Jeff à 40 ans, une échographie négative, c'est suffisant pour dire qu'il n'y en a pas. La descendance, pour la descendance. Bien, s'il n'y en a pas, la descendance ne va pas en avoir. Moi, j'ai la maladie polykystique, puis j'ai passé à 2 reprises des tests génétiques qui sont sortis négatifs. Alors, en fait, les tests génétiques peuvent sortir négatifs parce que on a identifié 2, moi je parle du chromosome 16, il y a le chromosome 4 aussi, qui est moins fréquent. Mais ça explique environ 91% des cas. Il y a un 9% de d'autres gènes qu'on ne connaît pas encore. C'est encore en recherche. C'est pour ça que c'est important ce que Jeff disait en termes de faire la marche annuelle, puis lever $1 million, puis investir en recherche. Parce que dans cette maladie-là, comme dans beaucoup d'autres, évidemment, on ne connaît pas tout. Donc, il y a encore une zone génétique qui est inconnue, là. On sait que la personne a la maladie rénale polykystique, on le voit, puis la prise de sang, 91% des fois, on trouve le gène parce qu'on le connaît, mais 9% des fois, on ne le trouve pas. Au niveau de l'augmentation de la croissance, moi, ma question est en 2 volets. Au niveau de la croissance des diagnostics, est-ce que c'est en augmentation? Deuxième sous-question. Est-ce que chez les jeunes, avec la nouvelle, ce qui s'en vient, on parle de drogue, on parle de différentes choses, est-ce que ça peut amener des complications plus grandes? Je parle surtout pour la génération en arrière de nous autres, là, les jeunes de 15 à 25 ans, qui ont une vie peut-être un peu plus différente. Moi, excitante, qui dit. On choisira l'adjectif qu'on veut. Premièrement, je dirais que l'incidence n'est pas en train d'augmenter parce que c'est une maladie génétique héréditaire. Donc, c'est assez constant. Si on compare, par exemple, à l'incidence en dialyse des diabétiques, ça, c'est en train d'augmenter parce que les gens vivent plus vieux, il y a plus d'obésité, les habitudes de vie. Bon. Alors que la maladie rénale polykystique est à peu près toujours au même niveau. Et même, je ne serais pas étonné qu'il y ait pu y avoir une légère diminution compte tenu que le nombre d'enfants par famille a diminué. Alors, c'est évident qu'il y a 50 ans, quand nos mères, grand-mères, etc., avaient 12 ou 14 enfants, qu'il y a plus de cas si un des parents avait le gène. En termes de complications possibles avec moi, je dirais, une des choses qui peut accélérer le dommage avec les reins polykystiques, c'est la haute pression. Donc, si quelqu'un, un jeune qui a des reins polykystiques, prend des drogues qui accentuent la pression, comme la cocaïne, par exemple, ça pourrait, dans ce cas-là, je ne pense pas que c'est une généralisation, mais dans certains cas, les habitudes de vie peuvent
accélérer la maladie, entre autres en faisant augmenter la pression. Jeff, c'est Dieu. OK, mais il y en avait un là. Sur votre schéma précédent, à partir de quand vous décidez de greffer ou un nouveau médicament ou on s'en va vers la dialyse? Est-ce que c'est le même 10 ou 15%? À partir de ce moment-là, on dit parfait, on va y aller avec. C'est au choix du chef ou vous décidez de greffer? Ouais, ça dépend comment est-ce qu'on se sent ce jour-là, ça. La disponibilité? Ouais. En fait, quand on voit que quelqu'un est en train d'aller en stade 4, là, on commence à y penser. En fait, ça se prépare, ça, d'avance. On commence à y penser. Et dès qu'on voit qu'on est en dedans d'un an et demi, 2 ans de l'insuffisance rénale terminale, on commence à regarder si cette personne-là peut trouver un donneur vivant. Parce que si cette personne-là, si les reins sont en train de lâcher, a un donneur vivant, et ça peut être un membre de la famille, ça va être aussi un ami, ça n'a plus besoin d'être juste le frère ou la sœur comme dans l'ancien temps, eh bien, cette personne-là, et ça arrive occasionnellement, peut être greffée sans même être dialysée. Ça n'arrive pas souvent, ça, mais ça arrive. En d'autres mots, on a un donneur qui est évalué, qui est consentant, et quand on arrive près d'ici, on peut le greffer. Ou encore, ce qui arrive plus souvent, c'est que la personne, ce processus-là n'est pas terminé et elle a besoin, parce que les déchets s'accumulent, de faire de la dialyse. Eh bien, si cette personne-là est greffable, et la majorité des gens qui ont des reins polykystiques sont greffables parce qu'ils sont relativement jeunes et leurs autres organes ne sont pas aussi endommagés, disons qu'un diabétique de 70 ans qui a d'autres problèmes, eh bien, on essaie avant et pendant la dialyse de greffer cette personne-là, de trouver un donneur vivant ou de l'inscrire sur la liste des donneurs cadavériques. Et là, il peut y avoir par contre une attente parce qu'on manque de donneurs d'organes, pas juste au Québec, à travers le Canada et les États-Unis. Mais c'est la méthode privilégiée de traiter, c'est la greffe. C'est-à-dire qu'on peut s'inscrire, avec un donneur vivant, on peut faire... il y a le programme d'échange, ça c'est une autre variation. Mais pour la liste de greffe pour donneurs cadavériques, la règle, c'est qu'on peut embarquer là-dessus lorsqu'on commence la dialyse. Oui, pardon. Au niveau familial, supposons que moi, ma famille est toute reine polykystique. Est-ce que l'évolution se fait toute à peu près, va tout se faire dans la même façon? Supposons dans ma famille, puis dans une autre famille, peut se faire d'une façon plus lente ou plus rapide. En fait, en général, ce que vous dites est vrai. Dans une famille, l'évolution peut se ressembler, mais il y a des exceptions. Des exceptions où, à l'intérieur d'une famille, il y a quelqu'un qui évolue plus rapidement, puis l'autre beaucoup plus lentement. Alors, il n'y a pas de règle absolue. Bien, c'est ça. La perte de fonction dépend à quelle vitesse le rein grossit. Puis ce grossissement-là du rein varie d'une personne à l'autre. En général, le rein grossit de 5 % par année. Puis ça, je vais profiter des études pour vous montrer ces courbes-là. Bon. Et là, j'en arrive donc au nouveau traitement et le nouvel espoir que ça peut ouvrir. Donc, on se souvient de cette diapo où ces kystes-là continuent à grossir. Et pour que vous voyez bien ce qui est écrit dans le carreau jaune, on va le grossir justement. Au fur et à mesure que la polykystose évolue, les kystes deviennent plus nombreux et grossissent en se remplissant de liquide. Bon, alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ces kystes-là, eh bien, ils ont eux aussi des portes pour l'eau, que je mentionnais tantôt dans le tubule. Et c'est par ces portes pour l'eau que l'eau est capable de rentrer dans le kyste et de le faire grossir et proliférer. Et c'est là qu'on va agir dans quelques instants avec notre nouveau médicament. Les kystes ont les mêmes portes pour l'eau que le tubule.
et ils se remplissent comme ça. Alors, j'ai choisi ce petit diagramme un peu bizarre en imaginant que ça, c'est une porte pour l'eau dans un kyste. Et ça ici, ce sont des méchantes gouttelettes d'eau qui essaient d'entrer dans le kyste pour le faire gonfler davantage. Or, on a mis au point un nouveau médicament qui s'appelle le tolvaptan et il referme partiellement la porte pour l'eau. Alors, on va voir ce que ça va donner dans notre schéma. Alors, on se souvient qu'on a justement les glomérules qui filtrent le sang, produisent 200 litres de liquide qu'ils se déversent dans le tubule. Et le tubule va donc réabsorber une grande partie de ce liquide-là, notamment à environ 198 litres, pour qu'on ait une quantité d'urine raisonnable. Et il va faire ça grâce à une porte pour l'eau qui permet de réabsorber ces 198 litres. Par contre, chez le rein polykystique, le kyste, lui aussi, a la même porte pour l'eau qui permet à l'eau d'entrer dans le kyste et de le faire grossir et ultimement de détruire le rein. Alors, pour tenter de ralentir le grossissement des kystes, on a mis au point ce tolvaptan, c'est pour ça qu'il y a la lettre T, pour refermer partiellement la porte pour l'eau. Mais le médicament qui va tenter de refermer la porte pour l'eau pour que le kyste se remplisse moins vite, ce même tolvaptan va s'installer sur la porte pour l'eau normale qui réabsorbe l'eau dans le tubule. Alors, si on empêche cette porte normale de fonctionner, regardez ce qui va arriver. C'est plus, par exemple, 198 litres qui seraient réabsorbés, mais admettons 194. Alors là, on en a déversé 200, on en a ramassé 194. Conséquemment, on va uriner non pas 2, mais 6 litres. Et donc, les patients qui vont prendre le médicament pour ralentir le grossissement des kystes vont uriner plus. Alors, ce tolvaptan-là, parce qu'on sait qu'il peut aider, il y avait eu plusieurs expériences préliminaires qui démontraient que ça fermait les portes pour l'eau dans les kystes, on s'est demandé, est-ce que ça fonctionne chez l'humain? Est-ce qu'on est capable de démontrer ça? Il y a 2 grosses études qui ont été faites que je vais vous résumer brièvement. L'étude Tempo et l'étude Reprise. Commençons par l'étude Tempo. Et je voulais expliquer ici comment on fait une étude. Alors, si on veut savoir si ce médicament-là, ou dans n'importe quelle étude, prenons celui-ci, est efficace, si on le donne à tout le monde, puis on remarque une certaine progression, mais on ne sait pas si ça va aider, tout le monde évolue de la même façon. Donc, il faut le donner à une partie des gens, puis à l'autre partie, donner un placebo ou une pilule de sucre. Puis il ne faut pas que personne sache qui prend quoi, parce que ça peut influencer, par exemple, le radiologiste qui fait l'échographie. S'il sait que ce patient-là prend le vrai médicament tolvaptan, il va dire, il me semble que ça l'a aidé, tu sais. Il est influencé par... Donc, il faut que ça soit inconnu. Alors, c'est ce qu'on appelle une étude qui est à l'aveugle. Donc, le patient ne sait pas ce qu'il prend. Il y a une pilule de tolvaptan actif, puis il y a une pilule d'apparence identique de sucre inerte qu'on appelle un placebo. Donc, tous les patients prennent le même genre de pilule. Les médecins ne savent pas qui prend quoi. Les patients ne savent pas non plus. Puis, à chaque année, on va faire une résonance magnétique puis des prises de sang pour voir qu'est-ce qui arrive. Alors, c'est réparti au hasard. Tous les patients acceptent de participer, mais sans savoir s'ils vont recevoir le vrai médicament ou le placebo. Donc, au départ, dans l'étude Tempo, il y avait 1500 patients avec des reins polykystiques. Ça, il faut quand même le faire, là, parce que c'est dans le domaine polykystique une grosse étude. Et ces patients-là vont être étudiés pendant 3 ans avec soit le tolvaptan actif ou le placebo. On va prendre des patients qui ont une fonction rénale de stade 1, 2 ou 3. Et en fait, ils sont déjà rendus à un volume rénal total de 1500. En d'autres mots, en moyenne, ils ont des reins 5 fois plus gros que la normale quand ils commencent l'étude.
Et ils sont, comme je le disais, randomisés à l'aveugle entre le tolvaptan actif et le placebo. Qu'est-ce qu'on va regarder dans l'étude? La vitesse de grossissement des reins par une résonance magnétique à chaque année pendant 3 ans. On va regarder la vitesse de perte de fonction de la filtration des reins. On va regarder la tolérabilité du traitement au tolvaptan, puis les effets secondaires du tolvaptan. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé dans l'étude Tempo? Eh bien, quel patient qu'on étudiait, vous vous rappelez de la courbe ici que je vous ai montrée, eh bien, l'étude Tempo, au départ, c'est des gens qui étaient en bleu sur la courbe. Donc, c'est des gens qui étaient quand même, il y en avait qui avaient une fonction rénale normale, mais des gros reins, et d'autres qui étaient déjà dans la pente. Alors ici, c'est le résultat principal, c'est ce qui va arriver au volume rénal total pendant les 3 ans. L'année 1, 12 mois, 24 mois, 36 mois, l'année 3, pendant 3 ans. C'est basé sur des résonances magnétiques annuelles. Alors, si la ligne qui va partir d'ici, si quelqu'un, le rein ne changeait pas, il ne grossissait pas, puis il ne rapetissait pas, la ligne serait à 0 % de changement par rapport à son point de départ à lui. Si la ligne va par en haut, c'est que le rein augmente, puis si la ligne va par en bas, c'est que le rein diminue. Alors, voici ce que fait le placebo. Il augmente de 5 % par année pour arriver à environ 15 à 18 % plus gros au bout de 3 ans. Ça, c'est l'évolution normale, malheureuse de la maladie. Que fait le tolvaptan? Eh bien, il augmente aussi, mais moins vite. En fait, quand on regarde le pourcentage, placebo augmente de 5,5 % par année, le tolvaptan de 2,8 % par année. Alors, voyez-vous, ce n'est pas une guérison. Le tolvaptan ne fait pas rapetisser les kystes. Mais c'est comme si vous étiez dans un véhicule, dans une pente où il y a un précipice en bas, puis il s'en va à 55 km/h, mais le tolvaptan ralentit à 28 km/h. Alors, c'est le début, parce qu'il y a d'autres médicaments qui s'en viennent, qui vont peut-être pouvoir s'ajouter au tolvaptan, mais là, c'est la première fois qu'on a quelque chose qui ralentit le grossissement des kystes. Regardons maintenant la fonction rénale. On sait que ces reins-là étaient très gros, déjà étaient défaillants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur la filtration? Donc, par en haut, ça veut dire que les reins s'améliorent. Par en bas, c'est que la fonction des reins diminue. Alors, le placebo a diminué de cette façon-là et le tolvaptan de cette façon-là a diminué aussi, mais un peu moins. Donc, il y a une diminution d'1 tiers entre les deux. Donc, vous voyez ici le pourcentage par année, moins 3,8 versus moins 2,6 pour le tolvaptan. Et ce ralentissement-là est constant sur les 3 ans, donc il y a une différence relative d'environ 30 % entre les deux courbes. Donc, en résumé, les bénéfices, le tolvaptan ralentit le grossissement des reins de 50 %, puis il ralentit la perte de fonction des reins de 30 %. Donc, la maladie continue, mais à un rythme ralenti. Effet indésirable maintenant. Le tolvaptan provoque fréquemment une surabondance d'urine. Il y a un danger de déshydratation, besoin d'uriner, obligation de boire souvent. Ça, la plupart des patients sont capables d'adapter leur style de vie pour être capables de fonctionner avec le tolvaptan. Et évidemment, ce n'est pas un effet secondaire dans le sens que c'est l'effet même du médicament sur la porte pour l'eau. Donc, si on bloque la réabsorption de l'eau dans le tubule, bien, il y a plus d'eau qui va sortir dans l'urine. Donc, on peut avoir, par exemple, chez quelqu'un, je donne un exemple, quelqu'un qui urinerait 2 litres par jour, eh bien, avec le tolvaptan, il pourrait uriner 5 à 8 litres. 5 à 8 litres. Mais ça dépend de la diète. Donc, cet excès d'urine peut s'atténuer en contrôlant la diète. Quelqu'un qui urinerait 8 litres, s'il fait attention au sel et aux protéines, il pourrait diminuer à 5 ou à 4,5. C'est pour ça que dans notre équipe,
en plus de nos infirmières. On a une nutritionniste qui évalue tous les patients. On mesure dans leur urine, avant de commencer, la quantité de ces substances-là. Et au besoin, on modifie la diète pour atténuer l'excès d'urine. Deuxième problème, le tolvaptan provoque rarement, 5%, une irritation du foie qui est réversible en arrêtant le médicament. Conséquemment, il y a une prise de sang mensuelle qui est obligatoire pour 18 mois pour vérifier la fonction du foie. On peut le voir ici. 5% des patients au tolvaptan développent une inflammation du foie au cours des 18 premiers mois et c'est réversible à l'arrêt du médicament. Alors, le placebo, il y avait eu 1% de cas et ça, c'est les flèches des cas qu'il y a eu là, avec le tolvaptan, 5%. Prise de sang pour le foie obligatoire à chaque mois, c'est imposé par Santé Canada. L'étude reprise maintenant, qui vient d'être publiée. Au départ, 1000 patients, mais seulement pendant 1 an. C'est une étude beaucoup plus courte, l'autre était 3 ans. Et c'était des gens plus atteints, 2, 3, 4. Toujours randomisés à l'aveugle, comme je vous l'ai expliqué tantôt. Alors, si ces patients de tempo, la première étude, c'était ceux qui étaient rendus là, la deuxième étude dont je vous parle était encore pire, c'est l'étude noire. On prend des gens qui sont rendus là, puis on était tous convaincus que l'étude serait négative parce qu'on s'était dit, ces gens-là sont beaucoup trop avancés, leurs reins sont beaucoup trop endommagés, puis on les étudie juste pendant 1 an, on ne verra rien. En fait, on a vu une nette diminution. Alors, ces gens-là commençaient à 41% de filtration, 41 cc minutes, et le groupe placebo perdait à 3,6 par année, alors que le groupe tolvaptan est ralenti à 2,3. Encore la même différence que dans l'étude tempo, environ 30% de ralentissement relatif. Quand on a juste 40 cc minutes, chaque cc compte. Hein? C'est comme si vous vous retrouviez dans un pays lointain avec tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'il y a 41 piastres dans votre poche. Bien, celui qui réussit à faire sa journée en dépensant 2,34, il va durer plus longtemps que celui qui a besoin de 3,61. En fait, on a fait des calculs qui démontrent que si, dans cette étude-là, les patients qui étaient déjà rendus à 41% seulement étaient au tolvaptan, eh bien, le patient qui est au placebo, il rend dialyse en 6 ans et l'autre en 9 ans. Donc, il y aurait une différence de 3 ans d'épargné par cette différence. Donc, même en stade avancé, jusqu'à 25% de fonction, le tolvaptan semble ralentir la perte de fonction des reins. Même effet indésirable de noter, mais on a remarqué qu'en procédant avec les prises de sang chaque mois, c'était très sécuritaire et qu'il n'y avait pas de complications chez les quelques cas qui étaient anormaux. On arrêtait le médicament et ça se normalisait. Donc, qui sont les candidats possibles pour le tolvaptan? C'est les gens avec des reins polykystiques qui sont à mauvais pronostic. En d'autres mots, ceux qu'on pense qui vont évoluer vers la dialyse assez rapidement, alors que, si on prend l'exemple de la mère de Jeff, là, qui a 95 ans, ce n'est pas une patiente qui aurait été candidate. Alors, par exemple, ils ont beaucoup de kystes et qui sont plus volumineux que l'âge habituel. Ça peut être utile dans les stades 1, 2, 3 et même 4 de 100 à 25% de filtration. Ceux qui détériorent plus rapidement leur fonction rénale. Ceux qui ont de la haute pression ou des protéines dans l'urine, on sait qu'ils vont évoluer plus vite. Ceux qui sont dans une famille, justement, qui évoluent plus rapidement, ça peut être une indication. Mais ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour les enfants. Il n'y a pas d'indication post-greffe, comme je le mentionnais. Si on est dans un stade trop avancé, si on est en bas de 25%, on n'a pas de données sur l'efficacité du tolvaptan. Et certains patients sont incapables de boire suffisamment et ils vont se déshydrater. Ils ne sont pas capables de tolérer le tolvaptan. Donc, ce n'est pas, d'une part, une pilule miraculeuse qui fait disparaître les kystes et ce n'est pas non plus une pilule qu'on donnerait à tous les
patient, il dit, il faut que vous soyez ici dans pas plus que 15 minutes parce que je finis à 3h30. On s'est dépêché. Voilà. Donc, on ne s'est pas pratiqué et je vais mettre un petit bémol sur ce que disait Sylvie, là, que la pilule miracle, hein, et que j'ai peur, je ne vais pas en dialyse, comme je vous ai montré les courbes. Hein, quelqu'un qui est à risque élevé d'insuffisance rénale terminale puis de dialyse va probablement y aller, sauf qu'on pense que plus on commence le médicament tôt, plus on peut retarder le nombre d'années avant d'en arriver là. Alors, je conclus la présentation médicale en disant que les reins polykystiques, c'est la maladie rénale héréditaire la plus fréquente, une personne sur 500. Les reins sont parsemés d'une multitude de petits kystes à la naissance microscopique, mais qui grossissent à une vitesse variable. Dans les études Tempo et Reprise, le tolvaptan, puis le nom commercial en passant, c'est le Ginarc, donc le tolvaptan ou Ginarc, ralentissait la progression des kystes d'environ 50% et ralentissait la progression de l'insuffisance rénale d'environ 30%. Le tolvaptan n'est pas indiqué pour tous les patients qui ont des reins polykystiques. Le tolvaptan augmente le volume d'urine. Le patient va avoir soif, va devoir boire plus, mais comme nous le témoignent Sylvie et Simon, le style de vie s'adapte à ces besoins-là. Le tolvaptan peut être toxique pour le foie dans 5% des cas. Une prise de sang mensuelle est obligatoire, mais on n'a pas eu, nous, de cas encore. Et si on en a un, si on arrête le tolvaptan, ça va se normaliser. Et le tolvaptan est le premier traitement spécifique, enfin, qui ralentit la progression de cette maladie pour laquelle on n'avait aucun traitement jusqu'à maintenant. Et on a bon espoir que le tolvaptan puisse retarder la dialyse significativement parce que les études que je vous ai montrées, l'étude Tempo, ça durait 3 ans, puis l'étude de Reprise, 1 an. Puis on n'aura pas d'étude qui va durer 25 ans, mais il est tout à fait logique de penser qu'un jeune de 24, 28, 29 ans qui est à risque élevé, que s'il prend ce médicament-là pendant 10 ou 15 ans, que là, on aura un impact majeur sur la protection de ses reins. Et donc, vous allez avoir les liens, justement, pour aller sur le site de la Fondation, quand vous aurez, et c'est inclus dans votre... Et pour terminer, je voulais dire un mot au sujet de ma fille Sophie, qui est entrée un soir pendant que j'étais en train de travailler à l'ordinateur. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai dit, je suis en train de finir, j'étais en train de faire cette diapo-là, tu sais. Alors, je dis, ben, tu vas bien? Elle dit, ben, c'est pas sérieux? Ben, j'ai dit, quoi? Tu vas montrer ça? Ben oui. Ben, elle dit, c'est sec. C'est sec. Il n'y a rien. Il n'y a pas de feeling là-dedans. Il n'y a pas de. Elle dit, puis elle m'a dit ça. Elle dit, fais sortir ta féminité endogène. Alors, c'est le mieux que j'ai pu faire. OK. Alors là, je vais vous expliquer. Là, on va prendre le temps pour les questions, des échanges, des gens qui veulent dire ce qu'ils en pensent, s'il y en a qui veulent faire témoigner de leur expérience. Enfin, il n'y a aucune règle, d'une part. Et on va prendre tout ce temps-là. Et après ça, je vous explique l'adjectif clôture lente de la soirée. C'est pas pour étirer, là. C'est parce qu'un des buts ici, c'est de permettre aux gens de se connaître. Il y en a peut-être qui vont avoir des questions, qui veulent venir me voir après la rencontre. Moi, je suis disponible le temps qu'il faudra. Si jamais il y a des gens dans la salle qui ont une histoire claire de polykystose familiale et qui n'ont pas été dépistés, qui voudraient l'être, j'ai des prescriptions pour des échographies si je pense que c'est indiqué pour la personne qui me parle. Il y en a qui vont vouloir parler à nos infirmières, Élise ou Geneviève, qui peuvent répondre à des questions. Donc, c'est dans ce sens-là. Et dans le sens aussi que ceux qui sont intéressés à donner leur nom pour qu'on forme un chapitre à Québec de la maladie polykystique. Alors, Jeff, how do they, will they simply sign on a sheet of paper for
OK. that you spoke of, there is the surveys. On the back of the survey, it does provide information. Oh, OK. If you are interested, by all means, please leave your contact information. Dans la feuille d'évaluation, à l'arrière, il y a une question si vous êtes intéressé à donner votre nom. Vous n'avez pas besoin d'être un patient polykystique. Il suffit que quelqu'un s'intéresse à la cause parce qu'il est patient, parce qu'il connaît un patient, parce qu'il est intéressé par la maladie, veut donner un coup de main. Alors, vous n'avez qu'à indiquer ça. Et puis, on pourra plus tard vous convoquer et s'organiser pour avoir une section à Québec de la Fondation canadienne des reins polykystiques. Bon, alors écoutez, à moins qu'il y ait d'autres commentaires, moi je vous inviterai, on va clore la réunion officielle ici. Alors, je vous remercie beaucoup d'être venus. Je vous demanderai de remplir comme il faut là, la feuille d'évaluation, d'inscrire clairement si vous êtes intéressé à vous joindre au groupe des polykystiques québécois de la Fondation. Et puis, prenez votre temps. Si vous voulez venir jaser les infirmières, on est là pour vous. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée.